Le mec que vous voyez à l'écran, c'est Scott Galloway. C'est un gourou business qui pèse de plus en plus aux États-Unis, qui est devenu richissime clairement en investissant dans l'industrie de la tech, qui a écrit des bouquins, qui est professeur également de business à l'université de New York. Et dans cette vidéo, il nous donne ses 4 meilleurs conseils pour gérer dans sa vie financière amoureuse lorsqu'on est fin de la vingtaine, début trentaine. Donc comment gérer au mieux sa trentaine en gros, avec des conseils auxquels on ne penserait pas instinctivement. Je trouve il a une approche assez contre-intuitive mais passionnante. Donc on va écouter ça. Ce mec est totalement légitime pour nous donner des conseils sur ce plan-là. Donc je vous invite à prendre votre popcorn et à regarder ça avec moi. Allez, on est parti. What advice would you give to people that are in their 30s or entering their 30s about how to operate in life? I think it's really situational. I don't think there's a user's manual. I think there's some best practices, and I don't think it's that much different than in your 20s. The first is very primal. I think every person in their 20s and 30s should lift heavy weights and run long distances in their brain and in the gym. Push yourself really hard. When you're in your 20s and 30s, Muscu et longue distance. Course. you don't even realize. How old are you? 34. Okay, so you look like a beast. And in 20 years, you're just going to look back on how strong you were and just marvel at it. And you're going to wish as strong as you were that you even push yourself harder. I rode crew. And it was such a valuable part of my life. I did it at the age of 19. And I remember in the midst of a race, it's a 2,000-meter race. And I remember not being able to feel my legs, starting to black out and having to concentrate on not blacking out from exhaustion. And the oxygen or the air going down my esophagus was on fire. It tastes like blood and metal in your throat, yeah. And that was at 800 meters. And you go 2,000. And that ability, just when you think you can't take any more, that means you're about a third of the way to your limits as a human, as a species. Learning that as a young man or woman is a blessing, because what it means is you have the confidence that when things are hard, physically, emotionally, mentally, you realize, oh my God, I could take so much more and still be fine. En fait, pour moi, le secret, si je puis dire, de la confiance en soi, il est en partie là, c'est-à-dire démontrer à son corps qu'on a un contrôle sur l'univers via le contrôle de son propre corps. Je ne peux pas contrôler ni influencer l'univers tant que je n'ai pas réussi à contrôler mon corps. Et le fait de contrôler son corps, que ce soit en soulevant des charges lourdes, en me déplaçant rapidement d'un point A à un point B, en nageant, en escaladant et en me battant éventuellement, tout cela renvoie un message à mon cerveau comme quoi je suis adapté à mon univers. Je suis une bonne machine de survie. Ce véhicule que j'occupe en ce moment me permet de survivre dans cet environnement. Il me permet de survivre. Et donc, le message que je renvoie à mon cerveau, c'est « détends-toi, c'est bon. Tu sais courir, tu sais te battre, tu sais escalader, tu sais grimper, tu sais nager, tu sais te bouger d'un point A à un point B, c'est bon. Tu peux te détendre. » Le niveau de stress diminue, le seuil de stress diminue, le sentiment de confiance en sa capacité à contrôler son corps et donc son univers augmente. Et pour moi, c'est la première étape. Et une fois qu'on sait contrôler son corps, c'est beaucoup plus facile d'ailleurs de contrôler son cerveau. En fait, une personne en bonne santé est capable de faire grimper rapidement le rythme cardiaque s'il y en a besoin pour un effort soutenu, mais juste après, dès lors qu'il n'y a plus besoin, de redescendre le rythme cardiaque au niveau de repos. Ça, c'est ce qu'on appelle la variabilité de fréquence cardiaque. Plus vous êtes en bonne santé, plus la variabilité de fréquence cardiaque est élevée. Donc je peux me faire monter très rapidement à mon rythme cardiaque max, et juste après l'effort soutenu, je le redescends au rythme cardiaque de repos le plus bas possible. Et quand vous vieillissez et ou quand vous arrêtez de prendre soin de votre santé, généralement, vous allez avoir beaucoup plus de mal à monter lors d'un effort, à faire monter le rythme cardiaque et à atteindre votre max. Et plus on vieillit, généralement, plus la fréquence cardiaque max, elle va diminuer. Quand on a 20 piges et qu'on est en bonne santé, on peut monter à 200. Et quand on a 30 ans et qu'on ne fait plus trop de sport, le rythme cardiaque max, ça va peut-être être 180, 185, 190. En tout cas, ce sera plus bas. Et ça va diminuer avec l'âge, surtout si on ne fait pas de sport.
Et à l'inverse, le rythme cardiaque au repos va avoir tendance à plutôt augmenter si on ne fait pas de sport. Les médecins, on attend vos retours à l'écrit avec grand plaisir. 2, get to a city if you can. And that sounds very practical or rote, but you'd rather be good in a big city than great in a small city. Before you collect dogs and kids, being in a city is like playing tennis with Roger Federer or Nadal. When you play with people much better than you, your game gets much better. You're playing against the best when you're in a city. Ça, c'est intéressant, cette idée être le gros poisson dans une petite mare plutôt... Non, pardon. Alors lui, ce qu'il dit, c'est qu'il vaut mieux être un petit poisson dans une grosse mare. Parce que par comparaison ascendante, on va se comparer avec des mecs qui sont meilleurs que nous, et ça va nous pousser vers le haut. Si vous vous comparez avec des gens qui sont trop au-dessus de vous, ça va vous écraser. Si vous vous comparez avec des gens qui sont un petit peu au-dessus de vous, ça va vous stimuler, ça va vous pousser vers le haut. Si vous vous comparez avec des gens qui sont à votre niveau ou en dessous, vous n'allez pas progresser. Et si vous vous comparez avec des gens en dessous, ça va vous faire du bien à court terme. Vous allez avoir un shoot d'estime de vous, mais vous n'allez pas progresser. C'est pour ça que je dis souvent, mais c'est bien, finalement c'est bien de ne pas s'aimer. Parce que quand on ne s'aime pas, on a envie de changer les choses. Moi j'ai toujours dit que l'estime de soi était surcotée et que ce qui est sous-coté, c'est le sentiment de contrôle qu'on a en ses capacités. Le fait d'avoir une bonne estime de soi, de s'imaginer beau, riche, grand, tout ça, ouais, c'est bien. C'est bien, à l'instant T, ça me donne un sentiment positif, sérotonine, mais ça ne me donne pas la dalle, ça ne me donne pas envie de continuer. Par contre, si je me dis je ne suis pas musclé, si je me dis que je ne suis pas au top, je ne suis pas optimal sur mes connaissances, il faut que j'apprenne plus, il faut que j'aille plus à la muscu, il faut que j'en fasse plus, ben ouais, ça va me pousser vers le haut, la dalle. Et ce n'est pas les mêmes neurotransmetteurs qui sont impliqués d'ailleurs. Pour illustrer ça, et en schématisant et en vulgarisant grossièrement, il faudrait voir le rôle antagoniste que joue la sérotonine par rapport à la dopamine. Donc la sérotonine, c'est un neurotransmetteur qui est impliqué dans plein de phénomènes, mais qu'on va retrouver par exemple dans la satisfaction, dans l'estime de soi, dans le fait de se sentir bien. Voilà, quand vous êtes posé avec votre famille ou vos amis au resto et puis que tout se passe bien et que vous êtes en train de contempler ce que vous avez fait tous ensemble en se disant ah, quand même on est bien là en ce moment, ça se passe bien de ça. Là vous êtes satisfait, vous êtes repu, vous vous sentez bien, c'est la sérotonine. En partie, je schématise. Et ce qui est intéressant, c'est que la sérotonine a un rôle antagoniste avec la dopamine. La dopamine, en revanche, c'est plutôt ce qui va vous pousser à la prise de risque, ce qui va vous pousser à fournir des efforts pour atteindre un objectif, ce qui va vous pousser donc à ne pas être satisfait de l'état présent, de ne pas être satisfait avec ce que vous avez à l'instant T. Et donc, si vous regardez dans le miroir et que vous êtes là en mode « je suis bien quand même, je suis bien baraqué, j'ai le corps qu'il faut », ou alors vous regardez votre compte bancaire, ou vous regardez l'état de vos connaissances, vous vous dites « je suis bien quand même, ça va franchement, ouais, c'est bon ». À ce moment-là, vous n'êtes pas en train de vous dire il faut que je sorte, il faut que j'aille affronter des ennemis, que je parte à la salle, que je soulève des charges lourdes, que je me pousse vers le haut. Vous êtes en train de vous contenter de ce que vous avez à ce moment-là. Donc, pour revenir au conseil du monsieur, quand vous vous comparez avec des gens en dessous de vous, estime de soi qui grimpe, sérotonine, mais vous n'avez plus la dalle. Vous n'avez pas envie d'aller affronter le monde parce que vous dites je suis bien là comme je suis, c'est top. En revanche, si vous vous comparez avec quelqu'un qui est au-dessus de vous, alors oui, ça va écraser l'estime de soi temporairement, c'est ce qui va vous pousser à avoir la dalle. C'est l'insatisfaction qui pousse au développement. Donc plutôt que de chercher à avoir confiance en soi ou de s'aimer tel que tu es, non, ne t'aime pas. En revanche, aie confiance en ta capacité à changer. Create as many opportunities to find a mate. Now, what do I mean by that? Get out as often as possible, accept invitations, force yourself to go out, force yourself to meet strangers, develop the skills. Start whenever you're waiting in line at Starbucks, talk to the person in front of you, talk to the person behind you. Develop the skills to begin opening and establishing relationships. And it's uncomfortable. Les gars, qu'est-ce que je vous répète depuis des années? Donc là, il fallait que... Comment il s'appelle? Ah merde, je vois pas, j'ai la caméra dessus, mais...
Scott Holloway, je crois. Il fallait que Scott Holloway nous le dise, pardon. Les gars, qu'est-ce que je vous répète depuis des années? Badinage. Et c'est intéressant parce que s'il a besoin de rappeler ce conseil-là sur cette vidéo qui est toute récente, ça doit faire 1 an, pas plus qu'elle est sortie. S'il doit rappeler ce concept qui, pour sa génération, est probablement assez simple et banal, s'il est obligé de le rappeler, c'est parce qu'en fait, les jeunes aujourd'hui n'ont plus le réflexe de parler autour d'eux, avec les gens qui sont autour d'eux. La capacité de lancer une interaction ex nihilo avec une commerçante ou un commerçant, avec une femme qui vous plaît ou avec un autre homme, elle est précieuse, cette compétence. Elle est rare et elle est précieuse. Est-ce que vous avez déjà essayé de faire la petite conversation avec une caissière et le visage qui s'illumine? Moi, j'ai eu de la chance parce que j'ai eu un papa qui était, pour le coup, qui faisait partie de cette génération d'hommes. Enfin, je ne sais pas si c'est une question de génération, non, je ne pense pas du tout. Mais mon papa, en tout cas, était très sociable. Je le dis très sincèrement, j'ai appris ça, le badinage, moi je l'ai appris avec mon père. Dès tout petit, il avait une phrase qu'il nous répétait quand on allait faire les courses. Au moment d'arriver, il nous disait « Allez, on va faire rigoler la caissière aujourd'hui ». Et donc il est arrivé, il sortait sa petite vanne de papa, et puis la caissière, elle rigolait. Bon, des fois elle rigolait pas, mais bon, et là il nous faisait une petite blague après. Ah, t'as vu, elle a pas rigolé, bon, on essaiera une autre la prochaine fois, etc. À la fin de chaque interaction avec la caissière, mon père il disait toujours « Tu vois, elle attendait que ça ». Et je dis pas que c'est vrai à 100%, il y a peut-être des caissières qui ont envie qu'on leur foute la paix, bien sûr. Mais en tout cas, le message, moi, que ça m'a renvoyé dans la tête, c'est vraiment, ouais, les gens, ils ont envie de parler. Tchatch avec la caissière, limite pour son bien-être à elle. Parce qu'elle a croisé 150 milliards de Parisiens là, qui lui ont fait la tronche. Dis-lui un truc sympa, fais-lui une vanne, fais-lui une petite connerie. Et c'est pas juste par altruisme que je fais ça, c'est aussi par intérêt personnel, parce que ça stimule mes compétences sociales, parce que ça augmente ma capacité à rapidement trouver quelque chose à dire, la créativité. Et puis parce que si demain, la caissière, elle est super jolie, si demain, juste derrière moi, la nana qui attend, elle rigole et c'est une jolie femme qui me plaît, ça me fait une rencontre. La vie est un échauffement avant de rencontrer la bonne. Moi, c'est parce que, et mes clients, c'est parce que à chaque fois qu'on a une opportunité, homme ou femme, on va saisir l'opportunité de faire rigoler la personne, de lancer un peu l'interaction, de créer de la tchatch avec le facteur, avec le mec qui est assis à côté de moi dans le bus. Ouais, jusqu'au jour où ce sera la femme de ma vie. Jusqu'au jour où c'est une gonzesse que je trouve super jolie, avec qui, boum, ça déroule derrière. Et quand vous avez cette capacité aujourd'hui précieuse et rare de créer des rencontres, vous avez un immense pouvoir. Vous avez la capacité à créer, à provoquer ex nihilo une interaction. C'est un énorme pouvoir. Le premier réflexe aujourd'hui pour un mec de 20-30 ans pour rencontrer une femme, c'est Tinder. C'est les applications de rencontre. C'est chaud, quoi. D'avoir besoin d'un intermédiaire pour rencontrer une femme, c'est chaud. Non, je n'ai pas besoin d'une institution pour rencontrer une femme. J'ai le contrôle de ma vie amoureuse. Je ne mets pas le destin de ma vie amoureuse dans les mains d'un algorithme. C'est moi qui décide. Et moi, j'ai des fois des mecs qui ont des résultats sur Tinder, sur les applis, qui me disent « Mais Léo, en fait, ça me casse les couilles, quoi. Parce que je contrôle pas. Je décide pas de qui je vais rencontrer. C'est l'algo qui décide pour moi. C'est comme un jeu vidéo où tu as l'impression d'être libre. Ben non, t'es pas libre. Y a des développeurs qui ont décidé du périmètre que tu avais le droit d'explorer. Sur Tinder, il y a un périmètre qui t'a été octroyé. C'est-à-dire que vous allez vous batailler pour 5% de la population féminine. Ben non, moi, j'ai pas envie. Moi, je veux pas de limite, je veux la liberté. Liberté financière, liberté amoureuse, c'est pareil. C'est bien beau de courir après la liberté financière. C'est bien beau de courir après l'absence d'intermédiaire, je veux pas de patron, machin. Ouais, mais coupe les intermédiaires entre toi et la future femme de ta vie. Voilà, c'est le même principe. Si vous voulez vous émanciper de cette nouvelle hiérarchie sociale qui est en train de se créer sur les réseaux sociaux par le nombre d'abonnés, et souvent déterminé par le physique. Si vous avez une nana qui est canon, elle a 100 000 abonnés sur Insta, le seul moyen d'accéder à une femme comme ça, c'est en lui parlant au Starbucks, dans la queue quand elle va chercher son matcha latte ou je sais pas quoi. Mais c'est beaucoup plus simple, vous passez à travers toutes les barrières, les gars. Vous sortez du schéma classique. Donc moi, je le dis, apprenez à cultiver cette capacité merveilleuse qu'est la petite conversation, le badinage. Il y a toujours un peu, il y a du flirt dans le mot badinage. Apprenez à badiner
pour faire plaisir aux gens, pour leur apporter du bien-être, la caissière, le barista, peu importe, pour rencontrer des gonzesses qui vous plaisent, et prendre le contrôle sur votre vie amoureuse, et pour faire du réseau, pour rencontrer des mecs avec qui bosser, des clients, des amis, peu importe. And it means getting used to rejection. And by the way, the only thing I can guarantee you in life is rejection. And the only thing I can guarantee a lot of, if you want to be successful, is a shit ton of rejection. Being an entrepreneur just means you're willing to take out a big spoon and eat shit all the time. Talking people into working for you, talking clients into to engaging you, talking investors into investing, and having 90+% of them saying no. Je reviens sur la notion de rejet. Je vous le dis sincèrement, les gars, je vais être un peu dur avec vous, là. C'est pas que je vais être dur, non, je vais être sincère avec vous. On parle beaucoup d'hypergamie, de féminisme, etc. Et moi aussi, j'ai cru, pendant une période, j'ai cru que c'était la source de tous nos problèmes. Et je pense aujourd'hui que c'est l'hypergamie et le féminisme ont bon dos pour justifier la perte de couilles des mecs. Qu'est-ce que j'entends par perte de couilles ? Je pense que les gens deviennent de plus en plus timides. Je pense que les gens n'ont plus autant besoin qu'avant d'utiliser leurs compétences sociales pour obtenir des choses. Voilà, par exemple, là, si je veux commander un bouquin, je clique sur Amazon, boum, c'est livré. J'ai pas besoin de parler au facteur. Je peux faire livrer les courses. Je peux obtenir beaucoup. Je peux faire de l'argent sur Internet sans avoir besoin d'aller parler avec des humains, littéralement. Et le problème, c'est que tout ça, effectivement, ça vient atrophier nos compétences sociales. Je pense que les mecs, aujourd'hui, effectivement, ils ont peur. Ils ont peur d'aller parler à une fille, et c'est normal. C'est normal d'avoir peur du rejet. Mais la peur du rejet, elle a toujours été là. Pour tous les hommes de toutes les époques, on a toujours eu peur de se faire rejeter. C'est normal, on est des animaux grégaires. On est des animaux sociaux. Se faire rejeter, ça revient un petit peu à une mort sociale, ça revient à l'idée de se faire rejeter de la tribu et de crever seul. Et on ne peut pas vivre seul. On a beau croire avec Internet qu'on peut tout faire seul, de son ordinateur, tout ça. Non, on a besoin des humains. Et au dernier niveau, même si vous avez acquis toutes les strates de la pyramide de Maslow, in fine, il vous restera le besoin affectif et le besoin d'être entouré de personnes qui vous ressemblent, des personnes de votre clan. Donc on aura toujours besoin des autres. On a besoin du regard des autres et on a besoin d'être aimé des autres. La première fois que j'ai fait une approche, j'avais 17 ans, le mec à côté de moi avait 16 ans. Il s'appelait Mehdi et il me dit vas-y, va lui dire qu'elle a un bon style. Je dis mais j'ai pas vu leur tête, je sais pas à quoi elles ressemblent. En plus elles sont deux, ça fait peur. Et il me dit non, si, vas-y, t'inquiète. Mais attends, je crois qu'elles sont plus âgées que moi en fait. Je crois qu'elles ont genre 30 ans, un truc comme ça. Il me dit non, j'ai vu, t'inquiète, elles ont ton âge, tu peux y aller, vas-y, fonce. Et là le mec me pousse littéralement. Il me pousse, donc j'arrive en trébuchant devant les deux nanas. C'était au Forum des Halles, pour ceux qui veulent savoir. Et je bégaye et je leur dis, je vais dire que t'avais un bon style. Elles éclatent de rire et elles se barrent comme si de rien n'était. Et évidemment, elles n'ont pas ménagé leur réponse. Voilà, elles n'ont rien demandé. Il y a un ado qui débarque devant elles, qui leur dit t'as un bon style. Bon, elles rigolent, elles se barrent. Premier rejet que j'ai pris, je reviens à le voir. J'avais envie de l'engueuler et de lui dire putain, mais pourquoi tu me fais faire ça et tout. Je vois que le mec, il est passé à autre chose. Le mec, c'est rien, quoi. C'est un pet de mouche, quoi. Ok, ouais, la meuf, t'as pas calculé. Et alors ? Tu passes à autre chose. Là, j'ai le choix de continuer à alimenter ce discours intérieur et donc de renforcer la charge émotionnelle. Ou alors, je décide de passer à autre chose, doucement. De penser à autre chose. Et là, en l'occurrence, le Mehdi qui était à côté de moi, il me dit ah ouais, tiens, vas-y, on va refaire une autre approche et tout, boum. Et on passe à autre chose, et on oublie. Un conseil que je donnerais à tous les jeunes hommes, c'est de passer par cette phase de rejet le plus tôt possible dans sa vie. On ne pourra pas y échapper. Il faut à un moment donné, soit vous le faites tôt, soit vous le ferez plus tard, mais ça fera plus mal, parce que quand on est plus vieux, c'est plus difficile, etc. Quand on se prend un rejet social de la part d'une femme ou de la part d'un client ou autre, il faut apprendre le plus tôt possible à encaisser ça comme de l'eau, comme de la water, comme dirait Bruce Lee. Mais on apprend à son cerveau l'idée que ce rejet, c'est pas la fin du monde. C'est rien d'affolant. Il n'y a pas besoin de déclencher l'alerte dans tout le corps. C'est juste un petit rejet. Ça n'aura aucun impact sur ta vie professionnelle, sur ta vie sociale, sur ta vie amoureuse ou sur ta santé. C'est rien du tout. And the same is true with successful mating. The most important decision you'll make in your 20s and 30s is where you live, where you work,
what industry you go into. It's who you decide to partner with, specifically who you decide to ultimately have kids with. And I have close friends who are monstrously successful by every external metric, and they don't have great lives because they don't have real partners in their spouses. And I have other friends who struggle economically, and it's hard, but everything's a little easier for them because they have a real partner. And the way you punch above your weight class and find a great mate, emotionally, intellectually, from a value standpoint, sexually, is you give yourself as many opportunities as possible. And my story is I met my partner who I had kids with at the Raleigh Hotel, at the pool at the Raleigh Hotel in South Beach about 17 years ago. It was the middle of the day, and I walked in, and I think it's important to do this. I walked in and I saw someone I was really attracted to. And I said, I'm going to talk to this person before I leave. And I promised myself. And I went up in the full light of midday sun when she was sitting with another guy and another girl and opened. And without the aid of alcohol, that is not easy. Il a pris ses couilles à deux mains, il s'est comporté comme un homme. Bon, je dis pas qu'il faut forcément aller aborder une fille qui est entourée d'un mec, etc. Il n'y a pas besoin d'en faire autant. C'est d'ailleurs pour ça que dans le programme sur la créativité, je vous explique comment apprendre à badiner sans avoir besoin d'en faire des caisses et des caisses, de devoir forcément faire un grand saut dans le vide. Les choses peuvent se faire beaucoup plus simplement. Mais il y a toujours une prise de risque. On peut minimiser cette prise de risque, mais il y aura toujours une prise de risque. Et cette capacité à prendre le risque, elle vous ouvrira toutes les portes. Les mecs de son âge, peut-être qu'ils faisaient encore un peu ça, mais déjà rien qu'à son âge, c'était déjà exceptionnel ce qu'il a fait. À notre âge, c'est fini. Et aux plus jeunes, les débuts 20 ans, mais ils font plus ça. Mais c'est vu comme un truc de boomer presque limite. Mais pourtant, les petites gamines, les petites nanas de 20 ans, elles attendent ça encore. Parce qu'elles regardent des séries Netflix dans Emily in Paris, ou c'est pour ça que je connais, mais elles regardent des films dans lesquels le mec, il va parler à la fille. Vous inquiétez pas, hein, la société se modernise, mais les attentes féminines, elles ne changent pas. Hein, elles ne changent pas, les attentes féminines. Le deuxième point qui est intéressant, donc il parle de la capacité à choisir un partenaire. Les gars, ils résument tout ce que je dis sur cette chaîne YouTube depuis des années. Souvent, les mecs, quand on leur dit « il faut que vous soyez dans l'abondance », ils paniquent, ils disent « ouais, moi je veux pas coucher avec 150 filles ». Mais personne t'a demandé de coucher avec 150 filles. Ce qu'on te demande, en revanche, c'est d'être capable de choisir une femme dans un grand échantillon. Parce que si tu choisis une femme et que c'est la seule qu'on t'a proposée et que t'as pas eu le choix, bah déjà c'est un manque d'amour propre pour toi-même, c'est un manque de respect pour ta femme, parce que ça veut dire que ta femme, la pauvre, bah, c'est la seule qui a bien voulu de toi. Super la relation, elle le sentira, tu le sentiras, ça sera un mariage catastrophique ou une relation dégueulasse, il faut le dire. Et si tu as eu le choix, si tu l'as choisi sur un échantillon de 10 nanas, de 100 nanas, parce que toi t'en as connu des nanas, et ben dans ces cas-là, elle le sentira. Elle saura qu'elle a été choisie, elle saura qu'elle a été l'élue, et c'est toi qui auras décidé, c'est avec elle que je veux faire ma vie. C'est toi que j'ai choisi. Vous renvoyez un excellent message à vous-même, mais aussi à la fille. C'est flatteur pour la fille. Parce que tu as pu voir un certain échantillon de gonzesses avant de choisir la bonne, tu sais ce que c'est une femme qui est bien pour toi, une femme qui n'est pas bien pour toi. Mais le problème, c'est que les mecs passent trop de temps à se trouver des excuses, à dire quand tu fais pas 1m95, c'est trop difficile, si t'as pas le physique d'Alain Delon, ça marchera pas. Et il y a toujours une part de vérité, derrière ces excuses. Sauf que la réalité est beaucoup plus nuancée que ça. Dans la réalité, on voit des mecs plus petits avec une nana plus grande. Dans la réalité, on voit des mecs qui se tapent des nanas qui sont beaucoup plus jolies, des nanas amoureuses alors que le mec est moins beau. Dans la réalité, on voit des couples qui se créent naturellement. Voilà. Donc oui, s'il y a bien une optimisation et une décision à prendre sérieusement et qui va avoir un immense impact sur toute votre vie, sur vos finances même, sur votre productivité au travail, sur votre santé psychique, sur votre santé physiologique, c'est le choix du partenaire. Vous pouvez prendre toutes les bonnes décisions dans votre vie, toutes les meilleures décisions financières de votre vie. Il suffit d'une seule mauvaise décision en amour pour tout flinguer. The far left, of which I'm a part, has counseled men that if you start talking to a woman at work and you express any sort of interest, it means you're toxic. No, it doesn't. If you don't know the difference between expressing interest in having coffee with someone and harassing them, you've got much bigger problems. A third of relationships begin at work. I'm not suggesting anyone should ever abuse their power. I'm not suggesting you shouldn't be very careful that you're ever leveraging power, making anyone uncomfortable. But for God's sakes, go up and talk to strangers. Ça, c'est très bon.
Et encore une fois, un homme, je ne sais pas quel âge il doit avoir 50 ans, qui remet les pendules à l'heure. C'est très bien qu'il rappelle ça, c'est-à-dire cette peur qui est devenue maladive aujourd'hui chez beaucoup de jeunes 20-30 ans, cette peur très américaine, hein, très influencée par les histoires effrayantes, MGTOW, Red Pill, qui ont passé l'Atlantique, de cas de figure où le mec aurait tenté de parler avec une femme et il serait tombé pour harcèlement, etc. Alors déjà, il faut recontextualiser, c'est les États-Unis. Tout est dans l'extravagance, tout est extrême, les médias s'emparent des trucs, tout le monde, voilà, tout est beaucoup plus gros aux États-Unis. Mais aussi, ce qui est important, c'est qu'il faut rappeler que cette peur-là, elle est devenue complètement irrationnelle. Cette peur de si j'adresse la parole à une inconnue, elle va appeler les flics ou autre, mais ça sort d'où, quoi? Dans la réalité, ça ne se passe pas comme ça. C'est pas parce que sur TikTok vous avez vu 2 vidéos tournées où une femme a réagi de manière extravagante parce qu'un homme a osé lui faire un compliment, que dans la réalité, c'est ce qui se passe. Dans la réalité, aucune femme va vous accueillir si vous lui faites un compliment. Moi, je ne recommande pas les compliments pour d'autres raisons, mais même si vous faites un compliment physique à une jeune femme aujourd'hui dans les rues de Paris, elle ne va pas vous dire qu'est-ce que tu fais, c'est du harcèlement, etc. Elle va vous dire c'est du harcèlement si vous la suivez dans la rue, si vous marchez avec elle. Ça paraît très rationnel de sortir un short TikTok pour montrer que, regarde, aujourd'hui, les femmes sont devenues des timbrées féministes qui vont t'accuser d'harcèlement sexuel ou autre. Mais les gars, c'est complètement irrationnel. Ce sont des anecdotes, ce sont des scènes minoritaires qui ont été filmées et qui, parce qu'elles sont extrêmes et choquantes, ont fait le tour de la toile. Mais ce ne sont pas des arguments. Ce n'est pas représentatif de la réalité. Et il serait temps que les jeunes de 20 à 30 ans apprennent à distinguer le monde réel du monde virtuel, de ce qui se passe sur les réseaux, de ce qui a été mis en avant par l'algorithme parce que justement c'est choquant. Dans la réalité, quand vous faites un compliment à une fille, et elle vous dit merci, c'est gentil, dans le meilleur des cas, elle fait un sourire, et puis elle trace son chemin, quoi. Et ce sera pareil à Londres, à New York et à Zurich. D'où l'intérêt de la créativité d'ailleurs. Parce que quand vous êtes dans le contexte, quand vous êtes capable de verbaliser ce qui se passe dans le contexte et d'engager la conversation sur le contexte, ça témoigne d'une bien plus grande intelligence sociale et verbale, et ça vous fait gagner beaucoup plus de points auprès de la fille. Alors que si vous lui dites t'es jolie, bah vous êtes juste en train de montrer que vous avez zéro créativité et vous donnez aucune info sur vous. There's nothing wrong with that. And if you approach a strange woman and try and get a conversation going, and she's not interested, you're both going to be fine. You're both going to be fine. And ça s'appelle le monde réel. What I see is a generation of men who don't take care of themselves physically and become so isolated that the idea of talking to a strange woman is so alien and uncomfortable to them, they just rather stay home and do something else. And I don't want to stereotype all introverts is leading to bad places. That's not true at all. But the majority of men you talk to, they want to be financially successful and they want to have a great partner at some point. And that is a function of your willingness to put yourself in uncomfortable situations. So anyway, get mentally and physically strong, take economic responsibility for your household, get out of the house as much as possible, try and find things where you're building something in the agency of others. I don't care. Every day you should be around strangers. Every day. I don't care if it's work. I don't care if it's church. I don't care if it's nonprofit, a softball league, the gym, classes, whatever it is. You need to be around a massive number of strangers and finding reasons to bump off of them and find economic and personal and platonic opportunities as often as possible. We are a social species. Get to a city, get around a lot of people, get out there every day, start making money, and become really strong. You should be able to walk into any room at your age and think, if shit got real, I can kill and eat everybody or outrun them. One or the other. Now I'm at the point where I can do neither. I'm not strong and my knees are going, but anyway, there you go. Meilleur conseil. Cette vidéo YouTube, c'est les 3 conseils qui sont donnés par ce monsieur. Excellent. Excellent. J'ai rien à rajouter. Si vous voulez aller plus loin, les gars, sur la séduction, alors moi je vous recommande, par rapport à ce qu'on s'est vu, si cette thématique vous intéresse, mon programme sur la créativité, parce que vous apprendrez justement à créer du lien à partir de rien, à créer une interaction à partir du contexte, en minimisant la prise de risque. On ne vous demande pas de courir après une fille dans la rue, on ne vous demande pas de faire des choses spectaculaires, on ne vous demande pas de vous humilier avec des compliments qui mettent la fille sur un piédestal, on vous demande simplement d'être capable de parler du contexte, d'être capable d'utiliser sa répartie et sa créativité
pour broder sur le contexte et pour faire tenir une interaction. Et ça vous aidera pas seulement à l'approche, mais ça vous aide aussi et surtout durant les rencarts. C'est bien beau d'avoir accès à des femmes via Tinder pour avoir des rencarts, mais si vous savez pas quoi dire une fois que vous êtes face à elles, ça va être compliqué. Donc la créativité, c'est la tchatch. C'est ce qui vous permet de faire durer une interaction et surtout d'être intéressant durant une interaction, d'être captivant, d'arriver à tenir son attention.